la question de la souveraineté. Le problème de base est le suivant. L'économie a été mondialisée. Capitaux, travail, mais la communauté politique, elle, demeure nationale. Et on le voit d'ailleurs à travers les taux de participation pour l'élection du Parlement européen, par exemple, qui sont particulièrement faibles, environ 40%, et qui ne cessent de baisser, alors même que les pouvoirs de ce Parlement continuent à s'accroître. La vie politique s'exprime encore dans un cadre national. D'où le paradoxe des gouvernements nationaux. On continue à attendre beaucoup d'eux, alors qu'ils sont tributaires de décisions qui leur échappent. La crise démocratique que nous connaissons, ce n'est pas seulement que les peuples comprennent à quel point la plupart de leurs gouvernements conduisent la politique qu'attendent les riches et qu'espèrent les banques, c'est aussi que les peuples ont compris, en particulier en Europe, que leur État n'est plus vraiment souverain. Que des domaines aussi essentiels que la monnaie, le budget, la politique commerciale échappent à l'État. Prenons l'exemple récent de l'Italie. En août dernier, Jean-Claude Trichet et son successeur désigné à la tête de la Banque centrale européenne, la BCE, envoient une lettre commune à Silvio Berlusconi, président du Conseil italien, pour énoncer les conditions posées par la BCE au sauvetage financier de l'Italie. Ces conditions sont énoncées de manière très précise. Première condition, la BCE demande à Berlusconi de décider par décret, et non par projet de loi, que le Parlement met toujours longtemps à approuver. Donc, la BCE dit d'abord à Berlusconi, écartez le Parlement, ça nous gêne, on n'a pas le temps. Procéder par décret. Voilà une forme de démocratie accélérée. Ensuite, la BCE disait non seulement comment il fallait procéder, mais ce qu'il fallait décider. Et elle énumérait les réformes qu'elle attendait. Au chapitre des privatisations, elle citait nommément les sociétés municipales, transport public, voirie, fourniture d'électricité, qu'il faudrait donc vendre au privé. S'agissant du Code du travail, la BCE demandait de rendre plus flexibles les procédures de licenciement, comme le réclamait le patron de l'entreprise Fiat. En somme, le Premier ministre italien était sommé par la BCE de prendre par décret des mesures dont on lui communiquait la liste, laquelle liste épousait les exigences du patronat italien. Après, naturellement, les Italiens sont toujours libres de voter. Mais les décisions sont prises, on le voit, autrement. On sait qu'au terme des traités européens, la BCE n'est pas soumise au gouvernement. On voit que les gouvernements, eux, sont soumis à la BCE. Même situation en Grèce, mais en pire. Depuis quelques mois, la TVA a été relevée de 4 points, l'âge de la retraite a été relevé de 5 ans, la rémunération mensuelle moyenne des fonctionnaires a été ramenée de 1 300 € à 850 €. Mais le Premier ministre Papandréou, par ailleurs président de l'Internationale socialiste, n'a aucune marge de manœuvre. Ces tentatives de desserrer l'étau de la rigueur, pour cause de récession trop importante, se sont à chaque fois heurtées à un niet de la Troïka, qui de fait gouverne la politique économique de la Grèce, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Rien ne nous est pardonné, même pas un écart de 1 €, a reconnu Papandréou le 11 septembre dernier lors d'une conférence de presse. Voilà la marge de manœuvre, voilà la souveraineté des Grecs, pas même un écart de 1 €. Alors, quelles perspectives? Quelles sont les perspectives de tout ça et de ce tableau que je viens de dresser, dont je concède qu'il est noir, mais parce que je ne peux pas inventer du rose là où il n'existe pas. Il semble qu'on en soit arrivé vraiment à la situation qu'un président français décrivait ainsi en 1974, il y a donc 37 ans. Le monde est malheureux, il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va, et parce qu'il devine que s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe. À ceci près quand même, que le voile de la fatalité s'est soulevé, en Tunisie, en Europe et ailleurs. On a compris, ou on commence à comprendre,
la nature politique et sociale de la crise. Le 13 janvier dernier, veille de la fuite de Ben Ali, un opposant à la dictature mettait en accusation à la radio un modèle de développement, je cite, qui utilise les bas salaires comme seul avantage comparatif dans la compétition internationale. Il fustigeait aussi l'étalage provocateur de richesses illicites dans les grandes villes. Ailleurs aussi, on a compris que pour les 1% les plus riches, non seulement il n'y a pas de crise, mais les choses n'ont jamais été aussi resplendissantes. Car le ralentissement économique, l'endettement ont permis d'accélérer la mise en œuvre de politiques inégalitaires qui profitent à cette oligarchie. Cette crise permet en effet de supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, de réduire leur traitement et la durée des congés payés, de privatiser des pans entiers juteux de l'économie nationale, de remettre en cause le droit du travail, d'augmenter les impôts indirects, c'est-à-dire les plus inégalitaires. Cette crise-là constitue donc, en somme, la providence des libéraux. En temps ordinaire, la moindre de ces mesures les aurait contraints à un combat acharné. Et là, tout vient d'un coup, au nom de la lutte contre les déficits budgétaires et contre le niveau de la dette souveraine. Il est possible que ces politiques se poursuivent jusqu'à leur terme, qu'elles démolissent la société parce que par cynisme ou par découragement, les gens ne croient plus qu'il y a une alternative et qu'ils baissent les bras. C'est le premier scénario. Mais les mouvements qui ont éclaté au Chili, en Israël, à Washington, en Espagne, en Grèce et ailleurs, ont compris, eux, que la crise du capitalisme ne serait pas résolue par davantage de capitalisme. Cette mobilisation, ce sursaut, peuvent s'étendre dans chacun de ces pays et gagner d'autres États. Un peu comme la révolte tunisienne a aussitôt fait tomber le domino égyptien. C'est le deuxième scénario. Ce scénario n'est pas invraisemblable, d'autant que quel que soit le destin de cette révolte tunisienne, ou dans un autre registre du mouvement d'opposition à Wall Street, deux de leurs objectifs importants ont déjà été atteints. La fin du pouvoir dictatorial, dans le cas tunisien, il n'y aura plus vraisemblablement de parti unique, de président à vie, car le peuple ne se laisserait pas faire, il résisterait en se souvenant qu'il a déjà renversé un pouvoir policier de parti unique. Cette disposition à la résistance est un acquis considérable. Autre objectif atteint aux États-Unis, le déplacement des termes du débat politique. Avec le Tea Party, il y a quelques mois, ce débat politique était dominé par la question des impôts et des dépenses publiques. Là, depuis ce mouvement Occupy Wall Street, le débat porte sur les inégalités sociales, la fortune des 1% les plus riches, le sort d'une bonne partie des 99% qui restent. Les Américains savent désormais, parce qu'on le leur a beaucoup répété, que 400 d'entre eux, les plus riches du pays, possèdent autant que les 150 millions d'Américains les plus pauvres. Il y a un dernier scénario, dans l'hypothèse où des plans d'austérité se succéderaient, imposés par des régimes discrédités en raison de leur lien avec l'oligarchie. Car la protestation populaire peut accoucher du meilleur, mais aussi du pire. Comme en Europe pendant les années 30. Quand les murs se referment sur eux, les gens se tournent parfois les uns contre les autres. Analysant la situation de la Grande Dépression des années 30, l'historien Karl Polanyi rappelait, je cite, que l'impasse où s'était mis le capitalisme libéral avait débouché dans plusieurs pays sur une réforme de l'économie de marché réalisée au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques. Fin de citation. Déjà, un socialiste aussi modéré que Michel Rocard s'alarme. Un durcissement des conditions imposées aux Grecs pourrait provoquer la suspension de la démocratie dans ce pays. Dans l'état de colère où va se trouver ce peuple, écrivait-il le mois dernier, on peut douter qu'aucun gouvernement grec ne puisse tenir sans appui de l'armée. Cette réflexion triste vaut sans doute pour le Portugal et ou l'Irlande et ou d'autres plus gros. Jusqu'où ira-t-on ? Fin de citation. Alors l'enjeu actuel.
s'attaquer au fondement du néolibéralisme, plutôt qu'essayer de rafistoler ce système malade, intraitable et incurable. Les solutions modérées sont aujourd'hui dépassées. Le juste milieu n'a plus de base sociale, la radicalisation l'emporte. Une course de vitesse me paraît donc engagée entre le durcissement de l'autoritarisme libéral et l'enclenchement d'une rupture avec le capitalisme. Le choix se pose en ces termes, audace ou enlisement. Les temps sont difficiles, oui, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en France, au Royaume-Uni, ailleurs, ce sont des pays cassés par la guerre et criblés de dettes, parfois même soumis à un dur rationnement alimentaire, qui ont entrepris d'aller de l'avant, de n'être ni nostalgiques ni découragés, de lutter contre les inégalités, de renforcer les droits des syndicats, d'instaurer la gratuité des soins, la sécurité sociale, de ne pas humaniser le marché, mais de le faire reculer, de récupérer puis d'étendre les espaces d'action collective abandonnés à la loi du profit, de se défendre, de défendre et de conquérir. Au fond, c'est toujours un peu la même histoire, et c'est celle qui depuis 1 an se joue dans tous les théâtres du monde, là où on pense l'impensable, là où parfois l'impossible arrive. Merci.